Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire commémoration des 50 ans d'âge de l'université d'Abomey-Calavi pour immortaliser l'événement. 4 ministres du gouvernement de la rupture ont pris part à une rencontre entre scientifiques ce vendredi. Atelier de formation des professionnels des médias sur l'avortement au Bénin. Jonas Botti sera reçu en direct de Grand Popo pour nous parler des objectifs de ces assises. Et puis, le ministre français de l'Intérieur a entamé ce jour une tournée diplomatique sur les questions d'immigration et de sécurité suite à l'annonce du président Emmanuel Macron d'intensifier le contrôle aux frontières. Merci pour l'attention. L'université d'Abomey-Calavi célèbre ses 50 ans ce 6 novembre 2020. Une rencontre entre scientifiques a été organisée avec la participation de 4 ministres du gouvernement. Ayat Foué, Romaric Devouchi. Créée le 6 novembre 1970, l'Université du Dahomey, devenue Université nationale du Bénin en 1975 et Université d'Abomey-Calavi depuis 2001, fête son cinquantenaire. Cette noce d'or a été marquée par la présence de 4 ministres du gouvernement, d'anciens ministres et députés, ainsi que des acteurs du monde scientifique. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le recteur de l'UAC a fait le bilan à mi-parcours des activités qui y ont été menées. Au titre de bilan à mi-parcours des 50 années d'existence de notre université, nous pourrions retenir la mise à disposition de l'administration béninoise et de la sous-région de ressources humaines de qualité, la mise au point des innovations matérielles et immatérielles pour le développement du Bénin, la promotion des enseignants-chercheurs aux différents grades du CAMES, l'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants et des étudiantes à travers le service des volontaires et la fondation UAC Startup Valley, la diversification des accords de coopération interuniversitaire et internationale, le rayonnement de l'UAC sur le plan international, caractérisé par des prix d'excellence qu'elle a reçus et qui sont des illustrations de la qualité des recherches et des formations qu'elle propose. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se projetant sur les 50 prochaines années, à son tour a exhorté les acteurs de cette industrie de production de cadres émérites, tant pour le Bénin que pour l'international, au défi de sa transfiguration. Les manifestations sur ce cinquantenaire doivent permettre à l'UAC de passer avec succès l'étape de la transfiguration afin de retrouver, au bout du processus de la renaissance, ces nouveaux habits rutilants d'université moderne ancrés dans le contexte socio-culturel et économique béninois, puis ouverte sur le monde à la conquête duquel elle se lance sans trêve. Ce faisant, ces acteurs garderont en permanence à l'esprit le précepte cardinal de l'éducateur synthétisé de façon magistrale par Mariama Ba dans sa célèbre Une si longue lettre. Je cite, « Déformer une âme est aussi sacrilège qu'un assassinat. » Fin de citation. Cette sentence, revêtue du sceau de l'interpellation et de l'engagement, devrait donc alimenter les cours sinueux de la formation universitaire adaptés aux besoins actuels et au type de Béninois dont le monde a besoin. La célébration officielle du cinquantenaire de l'Université d'Abomey-Calavi étant prévue pour le 17 décembre prochain, un symposium, des témoignages, une table ronde, des animations culturelles ainsi que des jeux et loisirs seront organisés. Direction Mono Koufo où notre correspondant Jonas Botti est en direct depuis Grand Popo. Vous prenez part en tant que professionnel des médias à l'atelier de formation sur l'avortement au Bénin. Jonas Botti, bonsoir. Dites-nous de quoi est-il réellement question?
Bonsoir Carole Olaye, il s'agit d'un atelier de 2 jours sur la clarification des valeurs sur les droits en santé sexuelle et de reproduction. Il est organisé par l'Association béninoise pour la promotion de la famille et regroupe des journalistes de diverses catégories de presse venus des 12 départements du Bénin. Il faut préciser que cet atelier est l'une des 3 activités prévues dans le cadre du projet Sa santé, ses choix, un projet qui vise à mettre les jeunes filles à l'abri des risques et conséquences des avortements non sécurisés. Alors, Jonas Bocci, dites-nous quel est l'intérêt d'associer les journalistes aux questions d'avortement? Par cet atelier, l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF veut aider les journalistes à mieux cerner les contours du terme avortement afin de ne pas contribuer à l'augmentation des cas par des publications journalistiques qui incitent les victimes à vouloir se soustraire du regard négatif de l'entourage en recourant à l'avortement. Au nombre des multiples causes des avortements, il y a la crainte des candidatons et ne pouvant supporter les stigmatisations, les commentaires désobligeants conformément au statut de celle qui porte la grossesse, elle recourt à des avortements qui malheureusement ne sont pas sans conséquences. Au terme de cet atelier, les journalistes participants traiteront autrement les cas de grossesse non désirée pour ne pas contribuer à inciter les victimes à se livrer à des avortements. Alors, merci à vous, Jonas Bocci. Je rappelle que vous représentez Eden TV et Diaspora FM dans les départements du Mono et du Koufo. Et puis, ce journal se poursuit. Le service d'intervention rapide de l'Atlantique littoral de la Direction générale des douanes et droits indirects a arrêté 12 camions-citernes et des complices pour déversement de produits pétroliers destinés au pays de l'Interland à hauteur de Agon, plus précisément dans la commune de Tofo. Ils ont été présentés à la presse ce jeudi. Carnot François Rongwede-Rinto, Damien Pedro pour le compte rendu. Nouveau mode opératoire de prélèvement frauduleux de carburant dans les camions-citernes en transit pour un pays de l'Interland comportant ces liquides inflammables. Une découverte des éléments de la douane béninoise, en l'occurrence ceux du service d'intervention rapide Atlantique littoral sous l'autorité du commandant Marcelin Laourou. Informé de ces manœuvres illicites pratiquées par les conducteurs de ces 10 camions, un dispositif pouvant mettre la main sur ces présumés faussaires a été mis en place. C'est ainsi que grâce au professionnalisme et la promptitude des disciples de Saint Matthieu, ces derniers ont été surpris en flagrant délit dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 octobre à 2 heures du matin dans un parc non autorisé à hauteur de Agon dans la commune de Tofo. Mais de quoi s'agit-il dans le cas d'espèce? Nous sommes ici en présence de 12 camions-citernes chargés de carburant en transit à destination d'un pays de l'Interland. Malheureusement, ces marchandises qui devaient sortir du territoire douanier ont été cachées dans le parc que vous voyez et les produits, le carburant a été siphonné et vendu aux Béninois. Sans même rompre le plomb, ils arrivent à soutirer le carburant. Parce qu'en réalité, le plomb, c'est pour la sûreté et la sécurité de la marchandise. En réalité, pour pouvoir prélever en temps normal, il faut rompre le plomb. Mais voilà les gens qui ont pu réfléchir et sans même rompre le plomb, ils arrivent à soutirer le carburant. Les sanctions légales prévues par la réglementation douanière dans ce cas de figure nous sont rappelées ici par le commandant Marcelin Laourou. C'est de mettre ces produits déjà à la consommation. Il y aura des peines privatives de liberté qui peuvent aller à 5 ans d'emprisonnement ferme. Occasion pour lui de rappeler que c'est désormais un bras de fer entre la douane béninoise et les auteurs, co-auteurs, complices de ces genres de pratiques contraires aux principes douaniers. S'ils sont là à 2 heures, on est là. La preuve est que c'est à 2h11 qu'on les a pris. C'est pour leur demander d'arrêter ça. C'est fini.
Partout, ils vont chercher à frauder. En tout cas, la douane, avec nos partenaires, on est là pour mettre la main sur eux. Encore un autre exploit à mettre à l'actif du service d'intervention rapide Atlantique et littoral de la douane béninoise commandé par le commandant Marcelin Laourou. Un chef-d'œuvre qui vient confirmer que la douane béninoise est en état de veille pour barrer la route à ces différents faussaires afin de permettre à l'État béninois d'en bénéficier économiquement. Et puis, le commandant Marcelin Laourou, chef service d'intervention rapide de la douane, a saisi également cette occasion pour expliquer la procédure de confiscation des marchandises saisies par la douane. On l'écoute. En matière douanière, les marchandises que nous saisissons, si les gens ne viennent pas retirer ça dans un délai de 15 jours, c'est la confiscation d'office. Conformément à l'article 280, toute marchandise qui est saisie et le propriétaire ne vient pas retirer dans un délai de 15 jours, il y a ce qu'on appelle la confiscation d'office en dépôt. C'est-à-dire qu'après 15 jours, la marchandise ne vous appartient plus. L'État va faire la procédure pour vendre ça aux enchères publiques. C'est pourquoi je voulais profiter pour dire, ceux qui ont des véhicules au niveau du service d'intervention rapide, Atlantique littoral, ceux qui ont les motos, ceux qui ont toutes sortes de marchandises que nous avons saisies, s'ils ne viennent pas les retirer dans un délai de 15 jours, nous allons les vendre aux enchères publiques. Nous ne sommes pas un dépôt ordinaire où les gens pensent que ça va faire 6 mois. Dans les saisies, en ce qui concerne les services régionaux de lutte contre la fraude, c'est 15 jours. Et je voudrais que la population sache, si quelqu'un ne vient pas, l'article 280, 5e tiret, c'est constitution d'office. C'est-à-dire que pour que la marchandise entre dans le patrimoine de l'État, on n'a pas besoin de faire une procédure judiciaire avant de faire la confiscation. C'est pour la vente maintenant qu'il faut faire la procédure judiciaire. Donc après 15 jours, 16e jour, l'État peut vendre. Les membres de la centrale syndicale des travailleurs debout étaient réunis ce jeudi au Kodiam à Cotonou autour du thème classement du Bénin, pays à revenu intermédiaire, la vérité des travailleurs. C'est dans le cadre d'une retraite syndicale qu'ils ont entamée depuis plusieurs jours. Frédéric Espoir Roumabou pour les précisions. Portée sur les fonds baptismaux le 4 octobre 2019, la centrale syndicale des travailleurs debout est en plein anniversaire depuis quelques jours. Un anniversaire que les responsables de ce creuset des travailleurs n'entendent pas laisser inaperçu. Kwasi Kakbobese. La CSTD a connu déjà son congrès constitutif le 4 octobre. C'est dans le cadre de ce premier anniversaire que nous avons trouvé bon de nous recueillir, de nous retrouver à travers ce que nous avons dénommé la retraite syndicale. Au cœur de cette retraite syndicale, un thème central. Classement du Bénin, pays à revenu intermédiaire, la part de vérité des travailleurs. Un thème exposé par Florentin Métagny. Nous allons essayer de voir d'où nous sommes partis pour qu'on dise que nous sommes devenus pays à revenu intermédiaire. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Et quelle est la vision des travailleurs par rapport à cette information et quelle appréciation nous faisons de cette information? Très engagée, la centrale syndicale des travailleurs debout entend par ailleurs participer aux prochaines élections professionnelles. L'attente s'éternise aux États-Unis où on ne connaît toujours pas le futur locataire de la Maison-Blanche. Les votes par correspondance n'ont pas été totalement comptabilisés, mais Joe Biden semble le mieux placé pour l'emporter. Cependant, le président sortant se dit victime d'une vaste fraude électorale sans la moindre preuve. Donald Trump a décidé de contester les opérations de dépouillement et de son côté, Joe Biden reste confiant. Il appelle les Américains à la patience. Et puis, cette attente engendre déjà des tensions entre les partisans des deux camps. Suivez plutôt. Du rassemblement qui se déroule ici à quelques mètres de la Maison Blanche
Plusieurs supporters de Joe Biden se sont réunis dans plusieurs villes des États-Unis pour appeler à compter toutes les voix, parce que ce qui est au cœur des débats en ce moment, ce sont ces fameux votes par correspondance. Donald Trump et ses supporters appellent à arrêter le dépouillement dans un certain nombre d'États. Et pour les supporters qui sont ici, il est important que toutes les voix soient comptabilisées. Les supporters de Donald Trump qui souhaitent arrêter le dépouillement ont, pour certains d'entre eux, été jusqu'à se rendre auprès des bureaux de dépouillement justement pour tenter de les arrêter. Évidemment, cela n'a pas été possible. Et puis de l'autre côté, les rassemblements en soutien à Joe Biden s'organisent dans différentes villes des États-Unis sans que les choses ne dégénèrent pour le moment, même s'il y a eu quelques situations un petit peu tendues, notamment dans la ville de New York. Count every vote! Count every vote! Vous l'aurez compris, chacun campe sur ses positions et pour éviter que la situation ne dégénère, les forces de l'ordre sont déployées en nombre, que ce soit dans les rassemblements des supporters de Joe Biden, comme ici à Washington, où la police est présente à proximité immédiate des personnes qui se rassemblent près de la Maison-Blanche, mais aussi dans d'autres villes où des rassemblements sont organisés et vont continuer à être organisés. On sait qu'un certain nombre de polices locales ont suspendu toute demande de congé de la part de leurs effectifs pour pouvoir mobiliser le plus possible d'effectifs si cela était nécessaire. La France multiplie les initiatives pour éloigner de son territoire les immigrés clandestins radicalisés. Après l'annonce ce jeudi d'Emmanuel Macron d'intensifier le contrôle aux frontières, le ministre de l'Intérieur entame aujourd'hui une tournée diplomatique sur les questions d'immigration et de sécurité. Mouvement paramilitaire et ultranationaliste. C'est ainsi que la place Beauvau décrit les loups gris dans le décret publié ce mercredi au journal officiel. Le groupement est en effet suspecté d'être à l'origine de tags retrouvés ce dimanche sur un mémorial du génocide arménien à Dessine, dans la banlieue de Lyon. Lyon, où des inscriptions ont également été découvertes ce lundi sur les murs du consulat d'Arménie. Les loups gris seraient également impliqués, selon le ministère, dans de violentes actions ces derniers jours à Vienne, dans l'Isère, ainsi qu'à Dijon. Des événements liés notamment au conflit qui oppose l'Azerbaïdjan turcophone et l'Arménie dans le Haut-Karabakh depuis plus d'un mois. Dans ce conflit, la Turquie a clairement pris parti pour Bakou, une position vivement critiquée par la France où vit une importante diaspora arménienne. Sans surprise, cette dissolution a donc été contestée par Ankara. Cette décision montre aussi que le gouvernement français est devenu totalement captif des cercles arméniens. Cette décision, prise à la hâte par le gouvernement français, est honteuse quand on sait que la France tolère que les associations affiliées aux organisations terroristes du PKK et du mouvement Gülen opèrent ouvertement partout dans le pays depuis de nombreuses années et qu'elle a laissé impunies les violences perpétrées contre les intérêts et la communauté turque. Nous insistons sur le fait que la liberté d'association, d'expression et de manifestation de la communauté turque en France doit être protégée et que nous répondrons à cette décision de la manière la plus forte. Les derniers mois, les sources de discorde entre Paris et Ankara se sont multipliées. Conflits gréco-turcs autour des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, réouverture à Istanbul de la basilique Sainte-Sophie aux prières musulmanes, dossiers syriens, libyens et plus récemment, les caricatures de Mahomet et l'appel au boycott des produits français par le président turc. Recep Tayyip Erdogan qui a même conseillé il y a 10 jours à Emmanuel Macron d'aller, je cite, se faire soigner. Un sens de la diplomatie qui a fait réagir le Quai d'Orsay ce jeudi.
Depuis quelques jours, nous avons changé de nature dans les discours du président Erdogan à notre égard et à l'égard de l'Europe, car il y a des déclarations de violence, voire de haine, qui sont régulièrement affichées par le président Erdogan qui sont inacceptables. Nous voulons très fermement que la Turquie renonce à cette logique-là. Il y a des moyens de pression, un agenda de sanctions possibles. Il importe maintenant aux Turcs de prendre les mesures nécessaires pour éviter cette dérive. Les relations entre la France et la Turquie sont donc au plus mal, deux pays pourtant alliés au sein de l'OTAN. Et puis, Paris et Ankara sont à couteau tiré après l'annonce mercredi par le ministère de l'Intérieur de la dissolution du groupe ultranationaliste turc impliqué dans les violences contre la communauté arménienne. Une décision qui allume un nouveau foyer de tension entre ces deux membres de l'OTAN. Au cours de son déplacement au Maghreb, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rend en Tunisie le 6 novembre, juste avant sa visite en Algérie. Le président a demandé au ministre de l'Intérieur de se rendre en Tunisie la semaine prochaine pour une rencontre avec son homologue. À l'ordre du jour, une discussion sur la lutte contre le terrorisme en réaction au sinistre attentat commis par un ressortissant tunisien le 29 octobre à Nice. Le Premier ministre tunisien, Hichem Mechichi, a exhorté ses ministres à coopérer avec la France pour faire toute la lumière sur cet attentat. Mais il devra s'accorder avec Gérald Darmanin sur un point crucial, la reconduite à la frontière des clandestins tunisiens, en particulier ceux qui sont soupçonnés d'intégrisme. Une vingtaine de Tunisiens radicalisés en situation irrégulière se trouveraient actuellement sur le territoire français. De tels individus font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Et pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays natal, le consulat tunisien doit leur délivrer des laissez-passer consulaires. Pourquoi la Tunisie refuse-t-elle quasiment 50% des laissez-passer consulaires qui autorisent l'expulsion? La réponse est dans le droit des étrangers, comme l'explique l'avocate de victimes de terrorisme, Catherine Zwark. Un ressortissant tunisien, à partir du moment où il n'a pas de passeport, il ne peut pas passer la frontière, il ne peut pas franchir la frontière, et donc son départ est conditionné par l'accord des autorités tunisienne d'établir un laissez-passer ou un passeport pour que celui-ci puisse franchir la frontière. On a les moyens qui vont être développés par les étrangers en situation irrégulière en France, que l'on veut reconduire, et il va y avoir les moyens développés par le pays d'origine qui veut pas forcément récupérer ces étrangers parce qu'ils sont radicalisés. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse concrète de la part des juridictions sur cette obligation que pourrait avoir un État, et en particulier la France par exemple, de récupérer ces nationaux et de les laisser entrer, de délivrer un document pour les laisser rentrer sur le territoire. Pourquoi la réponse de la Tunisie est-elle cruciale? Parce que les flux migratoires en provenance de ce pays ont augmenté lors de la dernière année. D'août 2019 à juillet 2020, 41,6% des migrants passant par l'Italie sont partis de Tunisie, selon l'Institut national des statistiques transalpins. Mais quel accueil réservera la Tunisie à Gérald Darmanin par rapport à ces questions de migration et de retour au pays? Les explications de Kader Abderrahim, politologue, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Du point de vue tunisien, c'est une demande qui va être difficile à satisfaire parce que le pays est déjà dans une situation économique très compliquée et qu'il doit faire face depuis de nombreuses années à une déstabilisation terroriste. Cette demande de la France est légitime, mais ça place la France en situation de porte-à-faux puisque la France elle-même, pour le moment, refuse d'accueillir les combattants français qui ont été dans les rangs de Daesh et qui sont détenus notamment dans le nord de l'Irak ou de la Syrie, dans les enclaves kurdes. Ces derniers temps, Gérald Darmanin a durci le ton vis-à-vis des migrants suspectés d'intégrisme religieux. Il a demandé au préfet de placer la centaine d'étrangers en situation irrégulière suspectés de radicalisation dans les centres de rétention administrative. Parallèlement, Emmanuel Macron a annoncé ce 5 novembre de nouvelles mesures pour lutter contre l'immigration clandestine, avec un doublement des effectifs chargés de contrôler les frontières. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à chacun et à tous.